J'étais au salon du livre de Saint-Malo et il y a un monsieur qui est arrivé avec un gâteau en me disant voilà, je viendrai, je vous ai apporté un gâteau, c'est le gâteau des Lecce Gado. Est-ce que vous savez qui c'est? Je lui ai dit non. Il m'a dit c'est une empoisonneuse bretonne. Et alors il m'a expliqué qu'il y avait une pâtisserie à Rennes qui faisait le gâteau selon la recette des Lecce Gado. Mais voilà, sur le gâteau, il y a une bande en travers où il y a écrit garantie sans arsenic. Et j'ai rencontré, et je suis parti là-dessus, et j'ai rencontré la semaine dernière la pâtissière qui fait ce gâteau-là, qui m'a expliqué qu'en fait Lecce Gado était très maligne parce que dans son gâteau elle mettait de l'angélique confite, parce que l'angélique c'est vert, et que l'arsenic, qui est une poudre blanche, en cuisant en teinte verdâtre, donc ça dissimulait la couleur de l'arsenic. Et en plus, elle mettait des zestes d'orange et des amandes amères pour masquer l'amertume de l'arsenic. Avec la lecture de vos livres, on s'aperçoit que l'histoire de France, l'histoire de cours, c'est vraiment quelque chose d'incroyable pour faire des bons romans et des romans qui restent des romans qui ne sont pas forcément des romans historiques. Oui, moi j'aime bien là en ce moment aller, puis ça va peut-être, je vais peut-être arrêter ce genre de roman, mais j'aimais bien aller chercher dans l'histoire de France des personnages qu'on ne connaît pas très bien, par exemple, même Charles IX, pour Charles IX, je crois qu'il y a peu de gens qui connaissaient bien son histoire, qui était une histoire fantastique, et le roman précédent, Mangez-le si vous voulez, qui est exactement l'inverse de ce roman. Dans Mangez-le si vous voulez, c'était un type absolument gentil, et il y a une foule de gens qui s'en prennent après lui et qui vont jusqu'à le manger, tandis que là, c'est une femme toute seule qui, elle, s'en prend après tout le monde et tue tout le monde. Voilà. Mais en même temps, elle était pauvre, c'était une fille qui venait d'une famille très pauvre. Ouais. Donc, elle est d'une famille qui a l'impression qu'elle croyait au premier degré vraiment toutes les légendes bretonnes. Voilà, son traumatisme, c'est que quand elle était enfant, tous les jours, tous les soirs, au moment des veillées, elle entendait des légendes bretonnes, et les légendes bretonnes, c'est vraiment costaud, c'est des trucs un peu cinglés, et notamment avec plein de personnages, les corrigans, les boupiquets, les catelles-golets, des fées, des sorcières, je sais pas quoi, des sirènes, etc. Et surtout, un personnage très connu en Bretagne qu'on appelle l'Ankou. Et l'Ankou, on dit que c'est l'ouvrier de la mort. Il est représenté avec une tête en forme de squelette, une grande cape, et il se promène avec une faux, avec la lame tournée emmanchée à l'envers. Et l'Ankou se promène dans les chemins de Bretagne, et tous les gens qu'il rencontre meurt et tombe dans sa charrette, qu'on appelle la carrière de l'Ankou. Et mon Lecce Gado s'est prise pour l'Ankou. Elle a cru qu'elle était la réincarnation de l'Ankou. Et alors elle est allée partout en Bretagne se faire engager comme cuisinière. Parce que c'était une très bonne cuisinière. Et puis elle empoisonnait absolument tout le monde à l'arsenic. Il n'y avait pas aussi, il y avait des femmes, des hommes, des enfants, tout le monde. Voilà, c'était d'habitude les tueurs en série, ce sont des spécialistes. Par exemple, Jacques Léventreur, c'était les prostituées, Landru, c'était les femmes, Petiot, c'était les juifs, tout ça. Tandis que Lecce Gado, c'était une généraliste. Elle tuait tout ce qui vivait, quoi. Enfants, vieux, femmes, hommes, voilà. Et les curés, les clients des bordels, enfin, voilà. Donc, vous avez accompagné aussi des livres avec des cartes aussi, tous les endroits où elle s'est baladée, s'est promenée un peu. Voilà. Et vous faites ça souvent dans les livres, c'est dans les quelques indications. Oui, puis ça permet de suivre son parcours, ça fait un petit peu une carte du Tour de France, c'est une carte du Tour de la Bretagne des Lecce Gado. Mais c'est un normand qui écrit sur les Bretons, c'est pas mal ça. Eh oui, oui. Oui, parce que moi je suis normand, et c'est pour ça qu'il y a deux personnages normands dans ce roman, deux perruquiers normands, qui suivent le parcours des Lecce Gado, il leur arrive que des problèmes tout au long du livre, et ils passent leur temps à dire des grossièretés sur la Bretagne, et dire comment ça me fait chier la Bretagne, et tout comme ça. Et peu à peu, dans le livre, ils deviennent de plus en plus
comme tous les convertis, et ils finissent en personnages eux-mêmes de légendes bretonnes. Et il a la légende bretonne, la légende de cette femme-là, mais en même temps, c'est plutôt une très belle femme. Oui, c'était une très jolie blondinette quand elle était jeune, qui ressemblait à une sorte de sirène. Et d'ailleurs, son premier amant, elle l'a noyé comme une sirène, et c'est le seul qu'elle n'a pas empoisonné. Et puis, elle a vécu aussi une histoire d'amour avec un monsieur qui habitait à Lorient, qui était marié. Elle est arrivée chez ce couple comme cuisinière. Elle est tout de suite tombée amoureuse du mari, Mathieu Véron. Alors ça, quand on est fleur de tonnerre, ça ne pose pas un problème, parce qu'évidemment, elle a tout de suite empoisonné la femme. Voilà, l'affaire a été réglée. Et puis, elle était amoureuse de lui, et elle entendait évidemment comme une voix intérieure, la voix de Lancourt, qui lui rappelait qu'il fallait qu'elle tue, et qu'elle tue aussi Mathieu Véron, et elle a refusé. C'est la seule personne qu'elle a refusé de tuer, et c'est le seul qui, à son procès, ne l'a pas défendue, parce qu'elle n'est pas défendable, mais a été plutôt sympa avec elle, en disant qu'en fait, lui, il aurait bien voulu la garder, que c'est elle qui l'avait quittée, et que lui aurait bien voulu la garder toute sa vie près d'elle, et la bercer comme on réveillerait une petite fille pour la faire sortir d'un grand cauchemar. Et en même temps, on parlait d'histoire, c'est important l'histoire, parce qu'on a à peu près, lorsqu'elle a eu des procès, c'était sur 5-6 meurtres, on calcule qu'il y a eu à peu près une trentaine, une quarantaine, je ne sais pas combien. Et maintenant, il a l'histoire, mais vous, le travail du romancier, c'est remplir tous ces livres-là. Oui, parce que le problème qu'il y a avec Hélène Gigado, c'est que les témoins de ces crimes sont ses victimes. Donc évidemment, ils n'ont pas pu raconter comment ça s'était passé. Et là, c'est là où le romancier doit imaginer. Et c'est vrai qu'elle a été à son procès accusée de 37 meurtres, mais elle avait une manie, c'est qu'à chaque fois qu'elle tuait quelqu'un, elle lui prenait quelque chose, n'importe quoi, un lacet, un bouton, un bout de ruban, et qu'elle les attachait les uns après les autres. Elle en faisait une grande guirlande qu'elle promenait avec elle tout le temps dans son sac. Et comme on n'arrivait pas à savoir combien de crimes elle avait pu faire, au bout d'un moment, le juge d'instruction, il a étalé toute la guirlande et il a compté le nombre d'éléments qu'il y avait. Et il a vu qu'il y en avait 60. Sauf que, donc on pensait qu'elle a tué 60 personnes, sauf qu'en fait, elle a dû en tuer beaucoup plus, parce qu'en Bretagne, au 19e siècle, il y avait une tradition qui consistait quand dans une maison, il y avait un deuil, les gens qui habitaient dans cette maison devaient donner à manger aux mendiants et aux affamés qui, dès qu'ils apprenaient qu'il y avait un deuil dans une maison, ils venaient aussi secs devant la maison. Et Hélène Gigado, leur donnait les restes. Donc les mendiants, ils repartaient avec les restes, et puis ils ont dû tous crever aussi dans les rues de Rennes et tout ça. Des victimes collatérales. Voilà, donc du coup, c'est impossible de savoir combien elle a tué de personnes. À quel âge a commis son premier crime? Oui, elle aura 8 ans. Oui. Elle a c'est sa mère qui l'avait surnommée Fleur de Tonnerre, et sa mère a été sa première victime à 8 ans, et puis ensuite elle a tué ses 2 tantes maternelles, elle a tué sa propre sœur, et puis elle avait oublié son père. Alors des années plus tard, elle est repassée dans le village pour empoisonner aussi son père, parce qu'il faut bien faire les choses dans la famille Gigado. Il faut finir le travail. Voilà, il faut finir le travail.